Bonjour à tous, bonjour. Voilà, bienvenue dans cette séance de cinéma en réalité mixte. Alors on va voir ce que ça veut dire un petit peu ce mot, ce fameux mot réalité mixte. Euh, D'ailleurs justement réalité mixte, ça vous parle un petit peu ou pas? Enfin, si vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà entendu le mot réalité mixte. Ok. Et vous pouvez lever la main ceux qui pourraient expliquer ce que c'est vraiment, enfin ce que ça veut dire la réalité mixte. Il n'y en a même pas un qui a osé lever la main. Bon bah c'est super. Voilà. Alors l'idée c'est pas de faire forcément une conférence sur la réalité mixte, mais de vous parler du travail qu'on a fait nous. On a utilisé le mot réalité mixte parce que c'était ce qui nous semblait le plus pertinent, mais voilà, on pourrait avoir de grands débats sur les mots utilisés par le marketing, la technique, etc. Mais ce n'est pas forcément l'objet de cette conférence. Alors je me présente, je m'appelle David Chanel. J'ai un métier un peu particulier. Je suis artiste, ingénieur et entrepreneur. Donc c'est voilà, ça peut sembler bizarre, mais c'est un mélange un peu de ces trois choses. Et j'ai fondé le studio Theories. Le studio Theories, c'est un studio de création art et technologie. On utilise tout ce qui est nouvelle technologie dans des contextes artistiques ou événementiels. Et on va imaginer des expériences, des installations qui utilisent tout ça pour faire vivre des sensations, des sentiments aux gens. Je vais, euh, je vais vous montrer rapidement une vidéo de plusieurs projets qu'on a fait pour faire plonger un petit peu dans notre univers. Alors voilà, au studio en fait on fait trois choses. En tant qu'artiste, on va faire de la diffusion, de la production d'œuvres artistiques qu'on va exposer sur des musées, des festivals, un peu partout dans le monde. Et puis après, on va proposer nos services, donc nos services de création, art et technologie. Donc c'est à la fois beaucoup de techniques, de développement informatique et d'ingénierie pour des événements, donc des lancements de produits. On va bosser pour des marques, des événements, des marques de luxe, un peu partout dans le monde. Voilà, les derniers événements qu'on a fait, c'est notamment le Super Bowl ou des événements à Dubaï, etc. Donc c'est très majoritairement Europe, Moyen-Orient, US. Et on a créé du coup dans le studio un laboratoire de recherche scientifique. Donc c'est un laboratoire où on va voilà, rechercher, on a eu différents types de projets.
on a fait pas mal de recherches sur les systèmes de tracking, les réseaux de caméras 3D distribués. On a fait pas mal de recherches aussi sur tout ce qui est pipeline de création d'images en temps réel dans des moteurs d'images temps réel. Et on a passé du coup beaucoup de temps sur un projet de mixed reality où voilà, on a passé une dizaine de mois et on s'est demandé ok, comment on va pouvoir un peu disrupter aujourd'hui la manière de faire de l'image dans le monde de l'audiovisuel ou du cinéma. Comme vous l'avez vu, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du spectacle, des installations. Voilà, on n'a jamais été trop dans des contextes de shooting ou de production audiovisuelle. Et là, on s'est dit comment on peut utiliser un peu nos techniques qu'on utilise couramment, c'est-à-dire l'interactivité, l'immersion vidéo, la projection, dans un contexte vraiment de production audiovisuelle. Donc, au bout de 10 mois, bon, on n'a rien disrupté du tout. Mais par contre, on a trouvé des techniques assez intéressantes. Donc on a essayé plein de choses, mais une technique était assez intéressante et on l'a utilisé pour faire un prototype pour du coup faire un système de production de réalité mixte qui a consisté en fait à filmer des acteurs et des danseurs en immersion vidéo avec tout un système de suivi, etc. Dont je vous parlerai après. Et ce que je vais vous proposer, c'est, et voilà, et à la fin de cette étape de recherche, on a voulu éprouver un peu ce proof of concept, cette technologie, et on en a créé un court-métrage. Donc je vais vous raconter l'histoire de ce court-métrage et comment on est arrivé là. Mais ce que je vous propose, c'est de vous le projeter déjà une fois, sans vous expliquer ce qu'on a fait, comment il fonctionne, pour que vous sachiez votre propre idée. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu les coulisses, voilà, l'approche et tout ce qui s'est passé. Je vais vous donner quand même une clé avant de voir le film, c'est que dans le film que vous allez voir, c'est un court-métrage, il va durer 6 minutes, il n'y a aucun effet de post-production qui a été utilisé, c'est-à-dire qu'on n'a rien rajouté par-dessus la vidéo. Tout ce que vous allez voir, c'est en gros brut de ce qui sort de caméra. On a fait un peu de réglage couleur, mais il n'y a eu aucune autre chose rajoutée. Voilà, on peut lancer le film maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va décrypter un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde a compris tout ce qui se passait. Alors, un des effets principaux qui est utilisé dans ce film-là, c'est un effet d'anamorphose. L'anamorphose, c'est un effet qui est connu depuis très longtemps, hein, depuis le XVIe siècle. L'anamorphose, en fait, c'est ça. C'est que, par exemple, là, ce qu'on voit, c'est marqué de ce point of view. De ce point de vue de l'espace, on voit l'écriture correctement, le cercle, et en fait, si on se place ailleurs dans l'espace, on se rend compte qu'en fait, ça a été dessiné sur le plafond, voilà, sur les murs, etc. Et l'anamorphose, c'est ça, c'est de faire fonctionner une image d'un seul point de vue dans l'espace correctement, et quand on change ce point de vue, bah, évidemment, ça ne marche plus. Vous avez peut-être vu beaucoup d'images, ou même dans la rue, des choses un peu comme ça, qui utilisent exactement ce même principe. L'image fonctionne d'un point de vue, et en fait, quand on se déplace, elle n'est plus fonctionnelle. Alors comment on va un peu plus loin que ça? Nous on s'est dit, et ce qui se passe dans ce film là, c'est qu'est-ce qui se passe si on calcule une anamorphose en temps réel, c'est-à-dire au lieu de faire marcher un seul point de vue de l'espace, on va faire marcher tous les points de vue de l'espace en traquant le point de vue, la personne ou la caméra, et en calculant à chaque fois l'illusion parfaite, l'anamorphose parfaite, pour créer cet effet. On a étudié ça au début dans une première installation artistique, dont je vais vous montrer
le prototype. Voilà. Alors ça c'était un premier test, donc c'est une installation où on avait utilisé ce symbole de la porte et on a exploré voilà, de comment faire comme si un monde virtuel existait de l'autre côté de la porte qui s'adapte et avoir l'impression qu'il est vraiment là derrière cette porte. Et au cours de notre recherche autour de la réalité mixte, on a imaginé ce système-là, donc qui est le système qu'on a utilisé pour tourner le film. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on projette en fait la vidéo sur tout le sol et tous les murs. Et on a différents systèmes de tracking. On a un système qui va traquer en fait les acteurs, donc ici les danseurs, qui est une technologie qu'on a développée en fait depuis plusieurs années, qui s'appelle Augmenta. Et c'est un réseau de caméras 3D au plafond, donc les acteurs peuvent être suivis dans l'espace sans porter de capteur sur eux. Donc du coup les danseurs sont totalement libres, ils rentrent et automatiquement ils sont suivis. Et on a ajouté des capteurs qui viennent du monde de la réalité virtuelle, qui sont justement utilisés dans des contextes de réalité mixte habituellement. Et on traque en fait la caméra avec un tracker sur la caméra, des balayages laser, qui du coup est beaucoup plus précis. Et en fonction de ça, on a la position de la caméra dans l'espace et on peut calculer toutes les images pour effectuer cette illusion qui permet de se déplacer. Et après, on avait une régie, voilà, un setup lumière, tout ça. Après, tout le reste, c'était assez standard. Et notre système nous a permis, du coup, pour les acteurs d'avoir ce retour, de pouvoir travailler avec, de s'immerger dedans. Et je vais vous montrer, du coup, les premiers tests techniques où là, on voit vraiment un peu tout en même temps.
Voilà, donc là on voyait un peu tout comment ça fonctionnait. Du coup maintenant je vais vous montrer le making of. Donc là vous verrez le studio, le vrai tournage du film, vous verrez aussi toute l'équipe qui a travaillé dessus, vous verrez un petit peu l'ambiance et je vais le lancer tout de suite. Passage, c'est le premier film tourné en réalité mixte qui nécessitait donc aucun effet spéciaux, aucune post-production. La réalité mixte pour nous c'est l'inverse de la réalité augmentée. La réalité augmentée c'est un peu de virtuel dans un monde réel et la réalité mixte c'est rajouter du réel dans un monde virtuel. Pour tourner ce court-métrage, on a développé une technologie qu'on a appelée une technologie de réalité mixte. L'idée c'était de plonger les acteurs en immersion, mais là on a ajouté deux systèmes de tracking, donc un qui permet de suivre les acteurs dans l'espace et permet de faire réagir le monde avec leur déplacement, et une autre technologie qui permettait de suivre la caméra et qui nous a permis de calculer les perspectives pour chaque position de la caméra dans l'espace, ce qui fait tous ces résultats et ces effets assez impressionnants en 3D. Là, ce qui nous intéresse, c'est justement de pouvoir mixer le réel et le virtuel dans le même espace sans avoir nécessairement besoin de faire la post-production. Dans ce projet-là, on a voulu en fait un peu changer ou disrupter la manière actuelle de faire de la production du visuel quand on travaille du virtuel. Aujourd'hui, on fait beaucoup de fond vert et c'est extrêmement compliqué d'avoir des interactions un peu proches avec des éléments en fond vert parce qu'il n'y a aucun retour avec les acteurs. Et nous, quand on travaille sur scène, sur des spectacles de danse, donc c'est quelque chose qui est assez habituel, les acteurs voient l'environnement et ont l'habitude de travailler avec. Et le fait de tout faire en une reprise, de tout tourner dans le même studio, d'avoir ce retour, comme on change la méthode de création, du coup on obtient aussi des résultats différents. Par rapport à un fond vert, tu dois vraiment faire appel à ton imagination et tu n'as aucune idée du rendu avant la post-prod, alors que là, tout est en direct, quoi. Tu vois tout, même si c'est via une perspective différente, en fait, tu as un rendu direct et tu te crois vraiment dans l'espace. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le pouvoir de créer des mouvements, enfin créer des formes, de pouvoir les déplacer, rentrer dans d'autres mondes et tout. Parce que moi dans ma danse, il y a ce truc où je crée des formes. Je crée des formes, je les prends, je les mets en vie et je les regarde vraiment. Donc du coup ça me parle. C'est comme si je matérialisais vraiment ce que je faisais dans la danse. Donc ça m'intéresse grave, c'est le feu pour moi. Nous, on est là pour supporter les performeurs dans une nouvelle façon de faire des clips, des vidéos et des performances. Une première partie d'écriture de l'histoire et du scénario, et ensuite moi mon travail c'est plus orienté autour du stylisme des danseurs principalement pour créer aussi un univers cohérent entre chaque scène et chaque phase du film. Moi je me suis plus occupé de la partie en création d'univers en 3D, la direction artistique sur les couleurs, sur les univers qu'on traverse. Le challenge majeur pour nous sur le projet, c'était de travailler avec une technologie nouvelle qu'on ne connaissait pas et qui utilisait de la projection. C'était un projet très ambitieux, il fallait faire rentrer ça dans un minimum de temps, donc on avait eu une journée de préparation et c'était sur 2 jours de tournage, et donc ça laissait un laps de temps très réduit pour faire rentrer un maximum de plans. On a globalement 2 contraintes à prendre garde lorsqu'on fait un projet de ce type-là. La première, c'est la densité de pixels. La caméra est assez proche des surfaces qui sont filmées, donc on peut vite voir des éventuels défauts de résolution. Et la deuxième contrainte, c'est l'impact des ombres des performeurs. Il faut éviter absolument d'avoir des ombres qui vont se propager sur les murs et diminuer l'impact de l'ombre au sol. Donc on a tout simulé avec des logiciels de bureau d'études de projection. Ça permet de positionner les vidéoprojecteurs au bon endroit, de simuler les cônes de projection. Nous avons réussi une belle prouesse de générer tout le contenu en temps réel à partir d'une seule machine. C'est-à-dire qu'on avait sur une seule machine les 6 vidéoprojecteurs ainsi que l'écran de monitoring.
Ça nous a demandé un travail d'optimisation assez haut au niveau des environnements 3D. On a plusieurs outils qu'on a développés en interne. Ça commence par Blister Tracker, qui est un outil qu'on appelle middleware, intermédiaire, pour récupérer les données des trackers de Vive et les transférer à Unity sans avoir besoin d'utiliser le casque. On a développé un logiciel qui s'appelle Chatani, qui est un logiciel de régie de spectacle interactive. Augmenta Fusion, qui est un logiciel déjà créé en interne par Terrorisme et qu'on a réutilisé ici pour permettre de traquer les personnes dans le système aussi, de savoir qui est où dans la scène. Et tout ça donc arrive sur Unity pour ensuite développer tout le système de Mixed Reality à l'intérieur. Le travail de direction sur plateau est très différent par rapport d'habitude car comme tout le monde a sa partie, donc chacun va influer en fait le résultat. Autant le cadreur, en bougeant sa caméra, va modifier les visuels projetés. Les danseurs vont aussi impacter les visuels quand ils réagissent à leur déplacement. La régie numérique va aussi pouvoir déclencher des éléments. On a une flexibilité maximale, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut décider de faire une sphère plus grosse, de changer de plan. Et ça, c'est quelque chose de très précieux finalement, car on peut permettre par cette flexibilité d'arriver à des fonctionnements extrêmement créatifs et de trouver des idées vraiment sur le set avec chaque personne et en discutant ensemble. Il y a des choses qui sont forcément pas là physiquement et qu'on ne voit qu'au moniteur. Et du coup c'est assez perturbant pour chorégraphier des mouvements. Ou admettons, par exemple, je me souviens d'une chorégraphie qu'on a fait dans la scène où il y a des colonnes. Et du coup il faut les éviter pour pas passer au travers des objets. Et vraiment se repérer dans un nouvel espace qui n'est pas physique. Alors comme anecdote, moi je parlerai de la prépa, et à un moment j'étais tellement dans la prise que je me suis pris un mur, et là je me suis rendu compte à quel point le fait de regarder juste la scène à travers un moniteur, on pouvait être tellement immergé dans l'espace qu'on n'avait plus aucune notion de l'espace physique et qu'on était totalement dans l'espace virtuel. Et on s'est vite rendu compte que même si tous les autres aspects étaient des gros challenges, la lumière en était aussi un, car comme tout est fait en une seule prise, et c'est le seul aspect qui permet de faire que les acteurs vont être bien décrochés de la vidéo, et d'avoir ce compositing finalement qui est fait par un certain équilibre entre la lumière et la vidéo. On aimerait beaucoup faire des projets avec des grands artistes qui nous plaisent beaucoup sur des clips de musique. On pense que c'est hyper pertinent sur aussi du plateau de télé, des spots de pub, des vidéos expérimentales. L'idée c'est de continuer à faire évoluer cette techno-là pour faire des projets de plus en plus créatifs. Je vous passe les derrière du making of. Alors, ouais, on est un peu... Non, ça va. Donc voilà, au niveau du film, peut-être quelques mots sur l'histoire, ce qu'on a voulu exprimer. Voilà, on se place dans un futur proche. On voit deux jeunes gens qui se téléchargent finalement dans des mondes virtuels. Et l'idée, c'est un peu de questionner notre rapport au virtuel, au monde virtuel qui nous entoure de plus en plus aujourd'hui. Et voilà, on répond pas à la question, mais l'idée, c'est de la poser, parce qu'on voit quand ils se téléchargent dedans, ça leur fait un peu mal, et puis tout se passe pas bien dedans, puis finalement, ils essaient un peu de se retrouver, et ils sont un peu aussi dans une fuite. Donc voilà, il y a l'idée de se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est des choses addictives ou pas. Et puis il y a on a plein de petits messages cachés en fait dedans. Si vous êtes un peu attentif, parfois on a des bruits de respiration qui sont inversés entre le monde réel et le monde virtuel. Il y a plein de petites choses dedans si vous faites attention. Et puis que dire, il y a si, en anecdote, donc tout a bien, enfin rien n'a été réalisé en post-production, donc même les yeux blancs d'exaucé du danseur qu'on voit au début, c'est pas un effet spécial, c'est vraiment ses yeux en fait. Donc voilà, même sur ces parties-là, il n'y a pas eu d'ajout. Et puis on va passer à... On vous a prévu une petite surprise, et je vous propose qu'on découvre cette surprise maintenant.
heart, locked down in soothings. Fall back, she says, let's just keep this mutual. It's these lines I tread, too much life for simple. Merci, alors on a la chance d'avoir les danseurs avec nous. Vous avez reconnu, je pense. Donc voilà, je vous présente Exaucé Kassongo et Félicia Dotse. Peut-être rapidement, est-ce que vous avez un petit feedback ou un mot, t'as pas de son là-dessus, j'ai donné mon micro. Sur votre expérience pour le tournage, peut-être un mot à dire pour le public, si vous n'êtes pas trop essoufflé, c'est bon. C'est qui le mot essoufflé? Alors, pour moi, ça a été une bonne expérience parce que, comme je l'ai dit dans le making-of, ce que je fais dans ma danse, j'essaie de faire vivre un maximum tout ce que je vais créer. J'essaie de faire comme si je matérialisais ce que je faisais dans ma danse. Donc, mettre ça en vie, pour moi, ça a été une bonne expérience. Donc voilà ce que j'ai aimé dans cette aventure, quoi. Oui, super enrichissant en fait comme expérience parce que ça change des tournages classiques en fait. Et là, on pouvait vraiment se projeter dans le monde réel, virtuel, jusqu'à s'y méprendre parce que nous aussi, on s'est pris des murs. Donc voilà. Mais ouais, c'était super précis, un travail de grande précision. Et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, au niveau de la chorégraphie. Donc voilà, c'était cool. Merci, je pense qu'on peut les applaudir un petit peu. Voilà, peut-être un dernier mot du coup avant de passer un moment de questions-réponses avec vous. La conclusion de ce travail, donc, parce que c'était surtout un travail de recherche au début qui a abouti sur ce film. Le film il sera bientôt disponible en ligne. Donc, pour l'instant, vous faites parmi les premiers qui l'ont vu. Donc le film et le making-of seront disponibles bientôt. Alors nous ce qu'on a appris, c'est que voilà, c'est pas ça ne révolutionne pas le cinéma, ça ne remplace pas les fonds verts, tout ça. Mais par contre, ça donne un nouveau moyen de créer qui est totalement différent en fait dans l'approche et du coup aussi dans le résultat. Et par rapport au fond vert, ça nous a vraiment permis de pouvoir exprimer des choses assez sensibles et poétiques entre le virtuel et le réel. Donc c'est une chose qu'on fait assez bien finalement en spectacle de danse ou sur scène, c'est-à-dire qu'on va faire des projections vidéo, avoir des danseurs, des acteurs qui interagissent avec du numérique qui vont avoir vraiment un lien sensible, qui vont jouer avec. Alors que sur fond vert c'est un peu plus compliqué. Sur fond vert c'est un peu plus compliqué d'avoir vraiment une intensité de regard avec un dragon qui va flotter, se déplacer dans l'espace ou des choses comme ça. Il y a certaines choses qu'on peut faire, mais d'autres qui sont plus complexes à approcher. Et sur des choses comme la danse ou même des danses super sensuelles, je sais pas, comme du tango par exemple, ce serait super dur d'imaginer danser du tango avec une entité entièrement virtuelle. On aurait beaucoup de mal à représenter les mêmes émotions. Et ce système-là, ça nous a permis vraiment de... finalement, on a fait que d'effleurer en fait le potentiel, mais on pouvait vraiment commencer à avoir des interactions. Donc parfois, ça réagissait directement aux danseurs, donc ils pouvaient jouer avec le système eux-mêmes et créer des choses. Parfois, ils avaient juste surtout ce retour de l'espace et tout ils pouvaient s'adapter et ça permettait... de créer ces choses. C'était assez précieux dans l'approche et dans ce qu'on a pu explorer. Et après, il y avait le rendu qui est différent, comme en film de la projection, il y avait vraiment cette question-là. Ça a été, je pense, le truc qui m'a le plus perturbé,
tout le long, je me demandais, il y a vraiment un curseur en fait entre la décision entre montrer vraiment le vrai lieu. Donc vous l'avez vu dans la démo technique, on voit le studio, on voit tout, mais on voit aussi la projection. Donc c'est marrant, on se fait avoir par l'illusion et en même temps on voit les murs. Et dans le film, c'est l'inverse. Le curseur, il est totalement de l'autre côté. On voit plus du tout les murs, on voit uniquement le contenu 3D. Et là, c'est un peu complexe aussi parce que si on montre vraiment trop que le contenu 3D, on peut tomber dans un rendu un peu fade ou qui est moins intéressant que de la CG ou du contenu 3D habituel en pré-rendu. Donc voilà, il y avait vraiment tout un effort de comment on met un curseur entre les deux, c'est-à-dire qu'on voit un peu les choses, mais pas trop, on comprend que c'est de la projection et au même temps, on a l'illusion qui marche. Donc c'est quelque chose d'assez fin qui était vraiment dur à régler et je pense qu'il y a encore beaucoup pour nous d'exploration de ça. Et puis après, voilà, c'était surtout une question de flexibilité, de créativité dans le workflow assez standard du cinéma. On est vraiment sur un truc très linéaire, c'est-à-dire que on va filmer sur fond vert, après on va rajouter, après on va étalonner, après on va compositer. Voilà, on se passe à chaque fois la vidéo d'étape en étape. Et là, c'est l'inverse, quoi. C'est vraiment le côté agile, c'est on fait tout en même temps. Donc du coup, il y a une prise, on peut en faire autant qu'on veut. On fait tout en même temps, tout le monde est là en même temps, donc tout le monde peut discuter, tout le monde peut changer. On est vraiment plus sur une approche performatif presque comme un groupe de musique ou alors une approche scénique où chacun modifie les choses, c'est-à-dire que le cadreur bouge, du coup l'image change, les danseurs bougent, ça fait réagir, etc. Et voilà, ce que ça apporte vraiment, c'est en termes de direction, d'avoir la possibilité de changer un plan ou d'explorer des choses hyper créatives, hyper osées, voilà, d'aller chercher vraiment plein de choses, voire même de changer des tailles, des échelles sur le set. Et ça, quand on est sur des contenus très créatifs ou qu'on veut innover un petit peu, ne serait-ce que sur des plans caméra ou d'autres choses, c'est un outil qui a été aussi très intéressant. Et voilà, et après, ça a été aussi en conclusion un nouveau workflow. Du coup, il a fallu s'adapter à cette nouvelle manière de travailler, cet nouveau type d'écriture, de contraintes, d'équipe. Et ça a été un super moment. Je vous propose qu'on se voit une dernière fois le film. Et puis après, il nous restera encore un peu de temps pour répondre à vos questions, si vous en avez. Là, on peut lancer le film, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Venez. J'ai appelé Benoît Arbelot aussi à venir avec nous, qui dirige la partie Theory Research, R&D de ce qu'on fait. Là, nous sommes à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Il nous reste une petite dizaine de minutes. Génial, on a un micro. Bonjour. Et très beau travail d'ailleurs. Une question qui peut paraître un peu basique, mais est-ce que vous avez fait des tests en extérieur pour savoir si... Alors j'imagine que la projection, ça peut se faire aussi sur des bâches, sur des choses un peu tendues, pas forcément que sur des murs d'une salle. Est-ce que vous avez fait des tests en extérieur pour savoir à quel point vous êtes pénalisé ou pas par la luminosité, ce genre de choses ? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire, c'est-à-dire de voir pour des événementiels par exemple ? Comment vous pouvez vous protéger des problématiques liées à la lumière ambiante ? Oui, alors, en fait, on a
alors on n'a pas, dans le cas de ce projet-là, on n'a pas fait du tout de test en extérieur, bien sûr. Mais en fait, on a l'habitude de projeter en extérieur très souvent. Donc les problématiques de ce qu'on appelle de pollution lumineuse, on les connaît bien. On fait régulièrement des shows de mapping, on projette sur des grands bâtiments entre 200 et 4000 m². Et donc voilà, finalement ça c'est assez standard. Enfin, il y a des contraintes, on calcule la puissance lumineuse, on calcule correctement tout le matériel et ça se fait bien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-bas, peut-être? Non? Si? Il y a un micro qui arrive en courant. Bonjour, c'était super, bravo. Petite question, au moment où il y a les espèces de spirales et où vous lancez des trucs à travers ces spirales-là, il y avait des capteurs en fait à ce moment-là, où c'était une chorégraphie qui était répétée et vous saviez exactement à quel moment il fallait, quelle était la part d'interactivité en fait à ce moment-là précisément? Ouais, c'est une bonne question ça. C'était chorégraphier cette partie-là. Ouais, c'est ça. Cette partie-là, c'était travaillé en chorégraphie. Ouais, donc vous avez dû, les danseurs, vous avez dû vous adapter précisément, apprendre, j'imagine, répéter plusieurs fois. Ouais, c'était plusieurs heures de répétition. Oui, c'était pas plusieurs heures, mais voilà, on a dû s'adapter sur le tas parce que en fait, le graphisme, en fait, le visuel, il avait un certain timing, donc on devait s'adapter à ce timing-là, et aussi dans l'espace. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était très précis, notamment au niveau de la chorégraphie dans l'espace, mais aussi dans le temps, parce que voilà, il y avait des visuels qui impactaient à des temps précis. D'accord. Voilà. Ok, il y a merci. d'autres questions? Tiens, pour que le micro arrive. C'est une problématique qu'on a régulièrement en fait, sur tous les spectacles de danse, installations, etc. On a toujours le truc de se demander, ok, est-ce qu'il vaut mieux figer le visuel et le jouer, le chorégraphier, ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser interactif? En général, on explore un peu tout, et une fois qu'on fige le truc, tout ce qui n'apporte rien à rester interactif, on le fige. Et tout ce qui n'est pas possible de réaliser en interactivité, l'improvisation de danseurs avec des mondes qui évoluent, c'est compliqué à chorégraphier, à garder. Ça, du coup, on le garde interactif. Du coup, sur des spectacles, souvent, on a ce genre de problématique aussi. Bonjour, bravo, c'est un très beau projet. Je suis très heureux de voir que vous avez eu le Sensorium. Je pense que ils doivent être très heureux, je pense, du résultat aussi. Par rapport justement à cette question d'interactivité et de voir vraiment le résultat, je me demandais quelle était pour vous la prochaine étape technologique pour aller plus loin encore. Pour aller plus loin. Là, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir. Là, en fait, en gros, ce qu'on a, c'est un prototype qui était suffisant pour tourner le film, avec toutes les contraintes du fait que c'était un prototype. Et on a pas mal de choses à régler pour avoir un vrai service de production. Donc, ça va être le prochain truc, en fait, c'est de faire sauter tous les derniers verrous technologiques pour arriver à... Enfin, parce que nous, là, on a imaginé le système en se disant, ok, on veut faire de la production avec une qualité vraiment broadcast, donc c'est pour ça aussi qu'on a un certain niveau. Et ce projet-là, c'était vraiment de tester, et c'est pour ça qu'on a fait le film aussi, pour tester, voilà, est-ce qu'on peut aller en qualité à ce niveau-là de ce qu'on veut pouvoir proposer. Et alors, bon, il y a plein de choses en fait, donc je vais pas m'étaler, mais notamment, il y a passé, là, on avait 6 vidéoprojecteurs, donc on générait à peu près 5-6K vidéos, même un peu plus en temps réel. Et il y a l'idée que si on veut passer sur plus que ça, il faut qu'on passe sur... en fait, qu'on casse le rendu sur plein de machines, donc faire ce qu'on appelle du cluster rendering. Donc c'est une chose qu'on n'a pas eu le temps d'explorer, par exemple, sur ce projet-là. Et il y a plein de petites choses, en fait, d'outils. Quasiment tout, en fait, les softwares ont été reprogrammés pour être au maximum de performance. En fait, on aura tous les logiciels de projection, des formations d'images avec le lieu, etc. On les a tous recodés nous-mêmes pour les adapter à notre système. Et voilà, après, ça c'est sur la partie techno, il y a pas mal de choses. Et sur la partie créative, il y a plein de choses qu'on a envie d'explorer. Donc déjà dans le film, on a exploré quelques petites choses, mais il y a plein d'interactions réelles virtuelles qu'on pourrait encore fouiller. Il y a aussi d'autres manières de faire, c'est-à-dire que là on a utilisé de la projection, mais on pourrait utiliser des panneaux LED par exemple, ça marche aussi. On aura des contraintes différentes qui s'ajouteraient, des avantages aussi qui s'ajouteraient. On pourrait utiliser des films transparents, holographiques. Voilà, en fait il y a plein de choses, on peut faire vraiment à fouiller, il y aura vraiment beaucoup de choses. Et voilà, après, il y a aussi le format. Là, on a choisi d'avoir un format de court-métrage un peu expérimental, artistique. Derrière, il y a aussi à fouiller ce qu'on peut faire autrement.
Notamment, on s'est rendu compte que ça pouvait être pertinent pour des plateaux télé, dans le sens où on pourrait jouer une performance de danse sur un plateau télé. Donc on aurait le public télé qui a un petit pourcentage finalement du public qui verrait la performance en live, donc avec des perspectives cassées, etc. Donc pas avec les effets d'amorphose, mais qui verrait les vrais danseurs, tout le monde, et finalement la chorégraphie du cadreur avec. Et il y aurait la majorité des gens derrière l'écran de télé qui eux auraient un vrai résultat. Et voilà, du coup finalement ce qu'on a fait là, ça serait un média adapté à ce genre de setup, de contexte, et plein de choses. Et la captation en relief ? En stéréoscopie, ça pourrait être étudié. Nous, c'est pas ce qui nous a intéressé. C'était plutôt créer du relief en utilisant le cerveau finalement, parce qu'on a l'impression que les choses sont assez en relief, même si c'est plat, parce qu'on utilise le cerveau. Il y a plein de choses qui fait qu'on voit en 3D. D'avoir 2 yeux, c'est vraiment qu'une petite partie des choses. Et justement, c'est ça qui pourrait être intéressant, travailler une scène en relief avec une parallaxe à l'infini sur un mur plat, en fin de compte, et juste avec la projection. Tout à fait, ouais. Ouais, je pense qu'il y a... Je pense qu'on va rentrer dans des discussions très techniques. On pourra en parler des heures, peut-être que... Mais on peut en parler après aussi. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur au milieu là? Bravo pour votre travail déjà. En tant que danseur, comment vous définiriez votre danse? Enfin, dans quelle école entre guillemets vous la placez? Et comment est-ce que vous avez, la beauté du travail fait que l'image, on va dire, la projection et la danse se répondent. Et comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez élaboré les deux en même temps? Est-ce que vous avez élaboré d'abord les décors et vous avez travaillé une chorégraphie qui répondait? Ou c'est l'inverse? Je ne sais pas. Je vais faire le début de la réponse, puis je vous laisse enchaîner. Parce que du coup, à la fin, tu as posé une question qui était peut-être plus pour moi. Alors, en fait, ce film-là, il a été fait avec des moyens d'indépendants. Donc, en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de budget quand on dit que c'est indépendant. Donc, du coup, finalement, quand on n'a pas de budget, on se concentre que sur l'essentiel, ce qui fait que... typiquement, la danse a été rajoutée en dernier. On n'a pas eu le loisir de faire des répétitions avec le système, etc. Parce que finalement, le peu de répétitions qu'on s'était gardées en studio avec tout le matériel, elles ont finalement été gardées pour faire des tests matériels. On a eu évidemment le temps de mettre en place toute la technique. Ça a pris tout le temps de répétition qu'on avait. Donc finalement, la danse, elle s'est rajoutée tout à la fin. Et c'était pas évident parce qu'il y a certaines petites parties de chorégraphie où je leur avais demandé d'écrire des choses. Le reste, c'est surtout moi qui les dirigeais avec des grosses parties d'improvisation. En fait, moi je suis pas du tout chorégraphe, mais du coup la manière dont j'ai dirigé la danse, ça a été avec des adjectifs, des états d'esprit, des sensations, tout ça. Et puis après, ça a été tout le travail qui a été fait par les danseurs. Il y a qu'une scène, la scène avec les colonnes, on a vraiment chorégraphié tout très précisément, parce que ça demandait à chorégraphier la caméra avec, parce que sinon il passait dans les colonnes, etc. Donc c'était un moment assez marrant parce que évidemment le cadreur était pas danseur, donc du coup participer à une chorégraphie, c'était super compliqué pour lui. Fallait qu'il se place au bon endroit, puis qu'il cadre quand même en même temps, puis voilà, fallait répéter dans les temps, etc. avec les danseurs. Et ça, on a passé pas mal de temps quand même sur cette scène au final. Les autres scènes, le cadreur n'a pas trop besoin d'être chorégraphié. Et voilà, à peu près, voilà, le pardon. Ouais, voilà, la cage, c'était le moment de chorégraphie où vous dansiez vraiment tous les deux. Et là, le problème, c'est que moi, je leur avais fourni un peu tout ce que je pouvais, mais pour s'imaginer, quand je leur dis, alors voilà, vous avez dansé, puis après vous dansez sur le plafond, puis après vous sautez sur le mur, etc. Je sais pas si, voilà, si vous vous projetiez trop avant de le voir pour de vrai. Et du coup, j'étais en fait un peu la seule personne, vu qu'on a tout rajouté et les gens ont travaillé au moment où ils devaient travailler. Il n'y avait que moi qui avait l'idée globale en fait de vraiment tout en même temps, donc la danse, les visuels, l'interactivité, la technique. Et puis finalement, on a tous répété en fait. On a fait 3 jours de tournage et le premier jour, on l'a utilisé que pour répéter avec tout le monde. Et après, on a rentré ça en 2 jours. Bon, quand je dis 2 jours, en fait, on a travaillé de 8h à minuit, enfin même un peu plus, je crois. Donc ça fait plus que 2 jours, je pense, en tout. Il aurait fallu beaucoup plus, mais... voilà, des moyens d'indépendants. Peut-être vous voulez rajouter un truc sur... C'était en gros, parce que je m'y connais pas, mais comment vous définiriez votre danse? Est-ce que c'est du contemporain, tu veux dire du hip-hop? Ah d'accord, tu veux dire en dehors de ce que vous faites dans le... film. Je dirais que c'est hybride, assez hybride, puisqu'on vient d'univers différents mais complémentaires. Donc pas mal de danse urbaine, du contemporain également, des notes de hip-hop, du voguing pour moi, pour lui. Du crump aussi, beaucoup de crump. Ouais, du crump, un côté un peu électro aussi.
Donc voilà, c'est très hybride en fait. Merci. Ça répond à ta question. Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, le brief, ce que je voulais faire en termes de danse, c'était mélanger une approche un peu scénique, un peu de danse contemporaine de scène, donc un truc assez poétique et sensible, avec des grosses influences de toutes ces danses urbaines, donc comme on vient de le citer, quoi, Vogue, Crump, etc. Mais voilà, mais enrobé tout ça, enfin le Vogue, le hip-hop, le Crump, c'est un contexte en général urbain qui est pas sur scène, et du coup ça se vit vachement différemment. Et moi, je voulais avoir ces influences présentes sur une approche un peu scénique et sensible. Et du coup, j'ai choisi, en fait, comme j'ai pris beaucoup de temps à choisir avec les danseurs avec qui je voulais travailler, parce que je voulais des gens qui soient dans le bon état d'esprit et qui fonctionnent. Et du coup, voilà, on est arrivé à là. Du coup, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça m'a amené une autre question. Est-ce que vous avez eu, au moment où, quand vous avez créé les illusions, donc de façon séparée avec la danse, et est-ce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas et que vous avez dû corriger en temps réel, ou est-ce que tout a fonctionné bien entre guillemets, parce qu'ici il faut refaire des images après parce que ça fonctionne pas. J'imagine que ça doit être assez compliqué. Donc, Bah alors ça fonctionne jamais bien du premier coup, surtout quand on travaille avec une technologie où personne ne l'a utilisée, y compris les gens qui créent avec, parce que c'était entièrement nouveau, donc on était vraiment en plein dans l'innovation et de la recherche. Et en termes de création, on s'est quand même tenu aux différentes scènes, au storyboard, voilà, on a réussi à garder quand même notre histoire, mais il y a plein de choses qui n'ont pas marché, mais par contre c'était pas grave, parce que justement tout le système est hyper flexible, c'est-à-dire que l'outil de création, il tournait vraiment en live. Donc, par exemple, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on tourne tous les plans pour des raisons de lumière, etc. à un moment donné. Donc, on a tourné tous les plans et on a fait sur set sans problème en live. On s'était évidemment prévu tous les outils qui nous permettent d'être super flexibles pendant le set, enfin à n'importe quel moment. Mais le fait d'utiliser de l'image en temps réel comme ça nous permettait vraiment de. Il y a même 2-3 plans qu'on n'avait absolument pas prévus. On les a testés sur place parce que ça nous prenait une vingtaine de secondes de tester des choses nouvelles et qu'on a rajouté. Mais voilà. Donc ouais, beaucoup quand même de changements, de choses, mais après la direction, la lignée sur les différents mondes, la direction artistique, etc., on a réussi à la conserver, mais ça n'a pas été un problème du coup de changer des choses, ouais, sur cette. Ça c'était vraiment, ça nous a permis d'arriver à finir le film, quoi. On n'y serait pas arrivé sinon. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, si vous avez d'autres questions, on sera pas loin.